Bonsoir à tous, bienvenue sur notre 45 minutes de décryptage porté par Calirel Santé. Donc aujourd'hui, une thématique qui nous porte particulièrement à cœur à Calirel Santé puisqu'on va parler de partenariat patient, d'engagement patient et d'expérience patient tout au long des 45 minutes que nous partagerons avec vous. Alors, vous êtes relativement nombreux, hein, je crois, Antoine, qui a un petit peu plus de 70 inscrits à ce 45 minutes, ce qui veut dire que le sujet amène de l'intérêt et c'est tant mieux. On ne vous fait pas défaut puisqu'on est plusieurs à vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc moi-même, Noémie Terrien, à ma droite, Soraya. Mohamed Bellamy, patiente partenaire. Voilà, patiente partenaire avec lequel nous collaborons depuis de longues années à Calirel Santé. Et enfin, on ne le présente plus, Antoine Antoine Biron. Biron, bonsoir à tous. Donc, chargé de mission à Carrière Santé sur deux grandes thématiques qui nous intéressent plus aujourd'hui. Le partenariat patient, l'expérience patient, et puis également la certification de la Haute Autorité de Santé. Alors, bien entendu, ce webinaire, nous allons beaucoup parler, puisque sur ce principe de 45 minutes de décryptage, c'est de vous partager un maximum d'informations pour vous permettre d'étayer le sujet. Mais l'idée aussi, c'est de consacrer du temps à pouvoir interagir avec vous, à la fois de façon visuelle et orale. Donc, vous êtes tous partie prenante de ce 45 minutes de décryptage et n'hésitez surtout pas à allumer vos caméras pour avoir une interaction visuelle. Comme chaque 45 minutes de décryptage, il est enregistré, donc il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et au-delà du sujet de fond autour du partenariat, de l'engagement et de l'expérience, bien entendu, ce webinaire va vous permettre de contribuer à une meilleure connaissance, une meilleure appropriation des attendus du référentiel de certification des établissements de santé, et puis plus globalement aux enjeux en matière de sécurité des patients et des personnes que vous accompagnez. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, justement, on va vous recontextualiser, pardon, le sujet et en particulier l'approche partenariat, puisque effectivement, on a beaucoup de changements que va vous décrire Antoine dans ce nouveau cycle de certification des établissements de santé, mais ça s'inscrit dans une logique d'évolution du partenariat. Donc, on vous propose de reprendre ensemble. Antoine décryptera chacun des attendus du référentiel de certification des établissements de santé aux côtés de Soraya pour illustrer les propos, c'est-à-dire que derrière les critères, il y a des actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre. Ensuite, nous partagerons notre parcours, engagement et expression du patient et de la personne accompagnée, puis les ressources qui peuvent être mobilisées à Calirel Santé, mais pas que. Et puis, un temps de questions et de commentaires et un petit teaser sur notre prochain 45 minutes du mois prochain. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, avec un constat qui, je crois, nous pouvons tous le partager. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé l'a déploré par des écrits et des orientations stratégiques au niveau mondial, avec des publications scientifiques associées. Euh, qu'est-ce que nous dit l'OMS? C'est que quand un établissement de santé n'implique pas suffisamment les usagers dans la gestion du risque systémique, c'est-à-dire dans la gestion du risque au sein de sa structure, cet établissement se prive d'un important savoir des patients qu'il ne pourra pas obtenir d'une autre source. En d'autres termes, le seul élément qui rassemble les professionnels de santé autour d'une prise en charge, eh bien, c'est bien entendu le patient lui-même qui a l'expérience de sa pathologie, sa propre expérience individuelle et ses expertises. Alors, au-delà des grands principes partagés par l'OMS, il y a quelques jours de ça, on a Vincent Dumez, qui est un expert, en tout cas qui est une personne reconnue dans le partenariat patient, qui nous vient d'outre-Atlantique et qui a publié un article avec une lecture d'une approche partenariat des critères patients de la certification HAS. On vous mettra le petit lien en commentaire au cours du webinaire. C'est un article assez court et assez intéressant
qui regarde les critères du référentiel de certification des établissements de santé comme une opportunité d'évoluer davantage vers le partenariat patient. Et notamment sur l'objectif 1.4 qui couvre explicitement en fait, le partenariat à la fois au niveau organisationnel et puis aussi dans l'approche de la transformation des organisations. Ce que nous dit Vincent Dumez aussi, c'est que ce référentiel de certification, il n'est pas à lire critère par critère, mais il est vraiment à regarder en photographie globale comment ce référentiel de certification nous permet de grandir autour du partenariat, c'est-à-dire de débuter et d'avoir les standards en matière de consultation, d'information, puis de co-construction et pour tendre vers le partenariat. Et il utilise un terme qui est assez intéressant en disant mais que le partenariat et l'implication patient, expérience, engagement, ce n'est pas que les représentants des usagers ou les associations de patients, c'est l'écosystème citoyen dans sa globalité. Le patient lui-même, les patients partenaires, les associations de patients, les familles, les proches et les représentants d'usagers. L'expérience patient, il le rappelle dans son article, elle est centrale et quelque part au-delà des critères qui sont associés dans le référentiel, c'est le fil conducteur des attendus en matière de qualité des soins et sécurité des patients. Et quelque part, toutes les actions qui sont menées ou les attendus qui sont menés au sein du référentiel n'ont qu'un seul objectif, c'est bien d'être au bénéfice de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Il nous dit, il souligne que quelque part en lisant ce référentiel de certification, on touche du doigt la notion d'interdépendance entre l'expérience patient et le partenariat patient. Il n'y a pas l'expérience d'un côté et le partenariat patient de l'autre côté, mais déjà pouvoir se baser sur l'expérience du patient, qui est une certaine forme de consultation, est une opportunité pour co-construire les actions en faisant du réel partenariat patient dans la mise en œuvre des actions. Et cette expérience patient devient alors non pas un objet d'évaluation, mais un véritable levier d'implantation du partenariat patient. En fait, moi, je vais parler plutôt du patient partenaire. Pour que ça fonctionne, la stratégie institutionnelle doit nécessairement porter le partenariat comme valeur de l'établissement, c'est-à-dire il faut avoir le soutien de la direction. Le partenariat se construit avec des usagers présents ou pas dans l'établissement. Le recrutement au niveau, par exemple, des associations de patients, à savoir que les adhérents aux associations de patients sont parfois formés à leur pathologie. Les formations de type DU partenariat ne sont pas indispensables. En revanche, elles peuvent valoriser le travail engagé, apporter une reconnaissance pour les patients et une certaine légitimité pour intégrer des groupes de professionnels. Merci Soraya, et c'est vrai que cet élément, ce que tu nous partages de ton point de vue sur la place du patient partenaire hein, et plus globalement du partenariat patient, elle est importante. Ça se joue au niveau du patient lui-même, au niveau du patient partenaire, au niveau de l'écosystème tel qu'évoqué par Vincent Dumez. Alors, quand on s'intéresse plus précisément à la prise en compte de l'expérience du patient, euh, Alors, la prise en compte de l'expérience patient, c'est améliorer la qualité, la sécurité, la pertinence des soins et se focaliser sur ce qui compte vraiment pour l'usager. Pour l'usager, la prise en compte de son expérience installe une relation de confiance entre lui et l'établissement et rend plus accessibles les professionnels. Faire du vécu du patient, de son vécu individuel, un levier d'amélioration de la qualité de vie, mieux que le patient pour parler de sa pathologie et surtout son vécu. et ce que tu nous présentes là, ça s'appuie sur un modèle que d'ailleurs Vincent Dumez précise et a contribué, c'est le modèle de Montréal, qui est beaucoup mobilisé dans l'exploration de l'expérience et du partenariat patient, et qui s'appuie vraiment sur ce savoir expérientiel des patients, ce qui est le continuum de l'engagement des usagers, et qui se traduit par la continuité de l'engagement du patient au travers de l'information, la consultation, la collaboration, pardon, pour atteindre le partenariat.
Et ce modèle de Montréal, avec la clé de lecture que nous partage Vincent Dumez et celle du référentiel de certification que va vous présenter Antoine, elles permettent de bien comprendre qu'on ne va pas regarder l'information uniquement d'un côté, la consultation de l'autre côté et les autres attendus interdépendants, enfin non dépendants les uns des autres, mais que l'étape d'information, en fait, c'est la première étape pour aller tendre vers la consultation, la collaboration et enfin le partenariat. Et on a une multitude d'activités au sein desquelles l'engagement peut être réalisé. Alors, on a publié, et Antoine reviendra dessus dans les ressources. Là, c'est une présentation, hein, je ne vais pas du tout vous détailler ce modèle de Montréal, mais on voit bien que cette évolution du consortium de l'information jusqu'au partenariat, on a différents niveaux de participation qui peuvent être mobilisés, à la fois dans les soins directement, on peut faire de l'information, de la consultation, de la collaboration et du partenariat, dans l'organisation même des services et plus globalement à l'échelle de l'établissement, dans l'élaboration des politiques de santé, donc là on est en dehors de l'établissement mais dans les politiques régionales, nationales, au travers de l'enseignement ou encore de la recherche. Et c'est ces différentes étapes vers l'information, la consultation, la collaboration qui tendront vers le partenariat, qui est la co-construction pleine des savoirs et des actions en matière d'engagement patient. Alors, faire de ces éléments-là un levier, c'est vraiment une opportunité à l'échelle de l'établissement pour construire une stratégie globale et pérenne. Ne pas s'arrêter simplement aux attendus du référentiel de certification, mais voir ces critères-là comme une feuille de route qui permette progressivement de pouvoir évoluer vers le partenariat. Consolider le partenariat, c'est pas uniquement travailler avec les patients d'un côté, les patients partenaires de l'autre côté et les représentants d'usagers, c'est vraiment travailler avec l'ensemble des parties prenantes, intitulé l'écosystème citoyen par Vincent Dumez. Et puis, bien entendu, l'idée, c'est d'en faire une approche intégrée aux pratiques, au plus près des équipes, et que ce ne soit pas qu'une démarche institutionnelle, mais que ça puisse aussi être mobilisé dans les résultats au sein des équipes de soins. Donc, ce partenariat, c'est une ressource incontournable pour la réussite d'un parcours patient qui soit à la fois qualitatif et sécuritaire. Alors, on vous fera le lien aussi sur, par exemple, un calibule qu'on a pu publier sur le sujet, si vous souhaitez en savoir davantage sur le volet scientifique de l'engagement et du partenariat patient. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre, en disant que ce n'est pas un objet d'évaluation, l'engagement, l'expérience et le partenariat, c'est introduit dans le référentiel de certification dans ce 6e cycle comme des points de repère qui permettent de co-construire un engagement. Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, merci Noémie et Soraya pour ces propos introductifs qui nous paraissaient intéressants de ne pas parler tout de suite de la certification, puisque ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt de vous parler de partenariat et d'engagement, et comment, au travers de la certification, on peut amener les établissements à engager ce partenariat de manière pérenne et définitive. Donc, au niveau du 6e cycle qui a été présenté en janvier, on a des... Voilà. Alors la particularité de ce nouveau référentiel, c'est que tous les critères, les éléments d'évaluation qui sont en lien avec le patient partenaire, en lien avec l'engagement du patient, l'expérience du patient, sont regroupés dans l'objectif 1.4, l'implication des patients et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Donc ça permet de rendre beaucoup plus lisible dans ce nouveau cycle et dans ce nouveau référentiel, tout ce qui concerne le patient et son engagement à la fois individuel et collectif, et de faire vraiment un patient un partenaire du soin. Et voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, les critères sont regroupés dans cet objectif, en lien avec la satisfaction et l'expérience d'une part, et puis également toute une partie sur l'application des représentants des usagers, l'application des usagers et des associations dans un seul objectif. Et je vous ai mis en bas avec l'astérix l'ensemble des anciens critères, enfin des anciens critères qui sont toujours d'actualité, des critères qui sont maintenant regroupés dans ce objectif 1.4.
Avant de passer à la suite, on voulait vous partager un point de vigilance assez important, puisque la Haute Autorité de Santé a mis à jour son référentiel, celui qui est paru le 21 janvier à la suite du webinaire. Et il y a une quinzaine de critères qui ont été reformulés. Donc, on vous invite à, si vous avez téléchargé et imprimé le référentiel, à le refaire, puisque les éléments ont changé. Par contre, pour tout ce qui concerne l'objectif 1.4, tout ce qu'on va vous présenter maintenant, il n'y a pas eu de changement ni de correctif. Donc, si on prend cet objectif 1.4, on peut noter le renforcement des attendus et des nouveautés. Donc, il y a 6 critères, tout établissement qui concernent cet objectif 1.4. Et de tous ces critères, il y en a un impératif, un critère avancé et 4 standards. Donc, en gros, ce qu'on va retrouver dans ces 6 critères, c'est tout ce qui concerne la satisfaction et l'expérience du patient, avec un critère standard qui est sur comment le patient est informé et comment on recueille sa satisfaction, son expérience. Et puis, on a un critère impératif sur comment les professionnels et l'établissement exploitent les résultats de cette satisfaction et de cette expérience. Ensuite, on a un critère avancé, je viens de te mettre sur la diapo d'avant, je l'ai mis. On a un critère avancé sur comment l'établissement peut mesurer la perception des soins perçus par le patient, c'est ce qu'on appelle les PROMS, et on est là plutôt sur des critères avancés, donc c'est les attendus de demain, mais qui sont des attendus moindres que les attendus des critères impératifs ou standards. On a un critère sur comment on peut mobiliser les patients partenaires et les associations, et puis également comment on peut organiser le renfort de la participation des représentants des usagers. Et les 4 méthodes qui sont déployées, c'est le parcours traceur, le patient traceur, les observations, et puis également l'audit système avec les entretiens, entretien RU, entretien gouvernance et entretien professionnel. Donc là, on va revenir un petit peu dans le détail sur chaque critère, avec les nouveautés ou les points importants, et puis également, dans le cadre de nos accompagnements des différents établissements, quelles sont les idées qu'on a pu recueillir à droite à gauche et qu'on a souhaité vous partager. Et donc, c'est plutôt la partie droite du diaporama. Donc, le critère 1.4-01, donc, est intitulé « Le patient est invité à exprimer sa satisfaction et à faire part de son expérience ». Et donc là, il n'y a pas beaucoup de grandes nouveautés, à part l'affichage du macaron relatif à la décision de certification, qui n'était pas inattendu. Par contre, la connaissance du dispositif par les patients, comment ils peuvent émettre une réclamation, contacter le médiateur, pouvoir déclarer un événement indésirable associé aux soins et l'existence de questionnaires. Donc là, on n'a pas vraiment de grandes nouveautés sur cette partie-là. L'une des 2 nouveautés, c'est la notion d'éloge. Jusqu'à présent, la HAS parlait de plaintes et réclamations. Maintenant, elle parle également d'éloges. Donc voilà, comment les établissements peuvent recenser les éloges et comment les faire partager aux équipes. Ce qu'on a pu recueillir dans nos accompagnements, certains établissements, de par leur taille, avec un nombre de dossiers pas assez important ou nombre de séjours, ils ne sont pas soumis au dispositif national ISATIS, pardon. Par contre, ces établissements-là peuvent utiliser le questionnaire en fonction de la prise en charge associée et utiliser le questionnaire déjà tout fait, ISATIS, soit l'utiliser tel ou l'adapter. Et puis également, l'HAS fait des recommandations d'affichage sur les macarons de décision et sur les IQSS. Il y a une ressource associée qui existe à Keller Santé sur la sécurité, qu'on avait intitulée à l'époque « Votre sécurité des soins, tous concernés, tous responsables ». Donc c'est une ressource qui est disponible sur notre site et qui permet justement d'instaurer un dialogue entre le patient et l'équipe de soins pour proposer au patient qu'il puisse lui aussi être acteur de sa prise en charge et de pouvoir déclarer un événement indésirable. Et donc, on a mis sur ce petit flyer format 5 recto verso quelques éléments pour le patient pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que c'est qu'un événement indésirable et en quoi, lui, il peut apporter une déclaration pour être acteur de sa prise en charge. Donc, c'est un flyer qui est disponible et en fin de webinaire, on vous présentera où trouver les différents éléments dans notre site Internet. Le deuxième critère sur les 6, donc c'est un critère impératif, la satisfaction et l'expérience du patient
sont prises en compte. Et donc là, on retrouve des nouveautés comme comment l'établissement s'organise pour avoir un recueil exhaustif des adresses mail, comment il fait un suivi de la remise du questionnaire et un suivi du retour des questionnaires, et comment les professionnels assurent l'analyse collective des résultats, et puis également l'analyse des verbatims. Donc, ce qu'on a trouvé dans les établissements que l'on accompagne, c'est que certains établissements ont mis en place des espaces d'échange, justement pour discuter en équipe, par service, tout ce qui concerne de parler de la dynamique qualité et la sécurité des soins, donc comment ils analysent les résultats des enquêtes de satisfaction et des expériences patients, comment ils analysent le retour des EPP, des indicateurs EQSS, etc. Et le point de vigilance que l'établissement nous a partagé, c'est que ces espaces d'échange ne sont pas des staffs cliniques, ne sont pas des éléments de transmission, ne sont pas des réunions de fonctionnement du service, mais vraiment des espaces dédiés pour parler qualité des soins et sécurité des patients. Et tous les autres thèmes sont incorporés dans des espaces qui existent déjà. Donc c'est vraiment un espace nouveau qui est piloté par le binôme cadre médecin qui est responsable du service pour discuter avec les professionnels comment on prend en charge les patients et quelle est la qualité qu'on souhaite proposer aux patients. Et puis également, puisque la CDU a un rôle important dans la satisfaction et l'expérience, comment le relais est fait entre l'analyse que peut en faire la CDU de la satisfaction et l'expérience et comment cette analyse peut être alimentée les staffs au niveau, enfin ces espaces d'échange au niveau des établissements, donc organiser des relais entre la CDU et puis les services. Le troisième, non, pardon, et l'HAS a sorti une ressource en décembre 2024 qui s'appelle Agir avec les usagers à partir du recueil de leur expression. Et donc, c'est vraiment une ressource qui est vraiment ciblée sur les verbatims et comment les établissements peuvent s'en emparer. Et donc, quand vous allez recevoir le diaporama, la petite main qui symbolise renvoie directement sur le site de la Haute Autorité de Santé pour que vous puissiez prendre connaissance de cette ressource disponible. Le troisième critère, c'est un critère avancé. Donc, la gouvernance soutient l'utilisation des questionnaires visant les résultats de soins évalués par des patients. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais si une équipe souhaite mettre en place des prompts, que l'établissement, la gouvernance, apporte son soutien et puisse éventuellement inciter les établissements. Donc, ce qui est important dans le cadre des questionnaires de résultats de soins cliniques, c'est de se mettre en lien avec les sociétés savantes qui ont déjà des questionnaires clés en main, et ce qui permet de les adapter s'il y a besoin. Et un point de vigilance sur les PROM, c'est que faut vraiment qu'il soit fait dès le départ un lien avec le système d'information et le dossier du patient, puisqu'il y a une certaine interopérabilité entre le dossier et généralement la saisie des questionnaires et dans le cas d'une solution numérique pour sortir des indicateurs tout faits. Et là également, la HAS a proposé des retours d'expérience. Donc, il y a 4 retours d'expérience qui sont disponibles. Et c'est sur la diapo d'après. Et recommandation, enfin, c'est une synthèse de mise en œuvre de la mesure d'indicateur de résultats rapportés par des patients ou PRUMS. Et donc là, il y a 4 retours d'expérience. Et la HAS a apporté dans ces retours d'expérience les leviers, les freins pour l'implantation d'indicateurs de type PRUMS. Donc c'est une recommandation en 12 pages qui est intéressante à parcourir puisqu'elle incite, mais elle ne rend pas obligatoire la mise en place de PRUMS. Oui, parce que la couleur orangée veut dire que ce sont des critères avancés. Et ce sont peut-être des critères de demain. Alors pour le bilan, enfin la comparaison, enfin l'actuel référentiel et le futur, dans l'actuel référentiel, les PROM, c'était des critères dits standards, donc applicables maintenant pour tous les établissements. Et la HAS a aperçu que c'était peut-être encore une marge un peu trop importante pour les établissements, et donc les PROM sont devenus des critères avancés. Donc peut-être quand dans les futures mises à jour, ce critère passera en avancée, mais pour l'instant, on est plutôt sur l'incitation et pas sur le caractère obligatoire. Donc le quatrième critère, donc le 1.4-04, donc les patients partenaires
Et les associations de patients, pardon, sont mobilisées dans la construction des parcours de soins. Et c'est là qu'on va trouver la mobilisation des patients partenaires, le partage de leur expertise et la participation aux démarches collectives. Et ainsi, c'est pour faciliter la participation des patients partenaires. Il faudrait un soutien, une expertise, participer à des journées nationales de prévention, des après-midi de rencontres de patients, des focus group, avec une charte. Il faut que ce soit bien cadré. Et un lien privilégié à formaliser entre établissements et associations, notamment par la signature de conventions et l'organisation d'événements lors des SSP et des JEDS, et aussi le recueil du récit du patient après des événements indésirables euh, associés aux soins. Pardon. Merci Soraya. Et puis, ce qu'on propose également, c'est que les représentants des usagers puissent participer à la structure de pilotage, les CREX, donc les comités de retour d'expérience, mais qu'ils ne participent pas aux analyses des événements indésirables. Et d'ailleurs, dans la nouvelle version de ce référentiel qui est sorti la semaine dernière, l'HS a sorti un correctif par rapport au critère 3.1 pardon, -04 et a enlevé cette notion de les événements indésirables graves associés aux soins sont systématiquement analysés en associant les équipes concernées, et l'HAS a enlevé dans cette nouvelle version, et les représentants des usagers, puisque c'était compliqué d'organiser ça dans les établissements. Et voilà. Donc, par contre, les représentants d'usagers peuvent participer au CREX, puisque là, ils sont plus dans, une fois que l'analyse est faite, quelles sont les actions qui sont possibles d'être mises en place. Et là, les rues ont tout à fait leur place pour définir les actions qui peuvent être mises en place suite à l'analyse d'un événement design associé aux soins. C'est important ce que tu dis, Antoine, parce qu'il ne s'agit pas d'écarter, bien entendu, les représentants d'usagers, mais de pouvoir avoir un climat le plus propice possible pour que l'analyse de cause se réalise bien et permettre ensuite de partager avec tous, dont les représentants d'usagers, les enseignements de cette analyse pour affiner les plans d'action. Et puis d'un point de vue pratico-pratique, c'était impossible pour les rues de participer à l'ensemble des analyses, puisque les analyses, il peut y en avoir une cinquantaine, une centaine selon la taille des établissements, alors que les CREC, c'est 4 fois par an, donc c'est beaucoup, d'un point de vue logistique, c'est aussi beaucoup plus simple. Et puis ça permet surtout de capitaliser sur des enseignements et non pas sur des analyses. Et puis également, sur cette partie-là, sur ce critère, il y a France Asso Santé qui a mis en place des petites affichettes sur la décision médicale partagée, puisque dans ce critère, les patients sont acteurs de leur prise en charge et participent aux soins. Donc là, il y a des affiches de France Asso Santé. Donc là, c'est une affiche qui synthétise les 4 affiches, parce qu'en fait, il y a 4 affiches différentes avec les 4 couleurs différentes, mais là, on vous a mis l'affiche qui représente les 4 situations de soins dans un service. L'avant-dernier critère, le 1.4-05, concerne les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement. Donc, les RU participent à la politique qualité, rédigent leurs projets des usagers, donnent des avis sur les projets d'amélioration, et puis également peuvent faire des actions de sensibilisation et d'évaluation des actions. Et Soraya, en tant que RU dans des établissements, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme élément? Allez, tourne ta page. Excusez-moi, on a un peu de technique. En fait, pour les représentants des usagers, ce serait bien de ne pas restreindre au seul mandat de la CDU. Ce serait intéressant quand même de leur proposer de les impliquer dans la vie de l'établissement en participant par exemple au CLUD, au CLAN, et proposer des temps de rencontre entre les RU pour échanger, partager des informations et se répartir des projets. Donc, en lien avec France Asso Santé, il y a les instants RU qui sont intéressants et les formations. Et c'est des moments où les RU peuvent aussi s'exprimer. Et sur le dernier critère de cet objectif 1.4, donc le 1.4-06, les RU disposent des informations utiles à leur mission. Donc, est-ce qu'ils ont les résultats des enquêtes, les informations sur les EIAS, les EIGS qui sont signalés sur le portail, les résultats des plans d'action, les démarches d'accès, les demandes d'accès au dossier.
et Soraya en tant que RU dans un établissement de la région. Oui, ce serait intéressant aussi de travailler sur un ordre du jour type de la CDU et préparer avec les RU. Et analyse des enquêtes de satisfaction, des retours d'expérience patients avec les RU entre deux CDU. C'est quand même une préparation. Et organiser des temps de rencontre entre les coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins et les RU. Et aussi la participation des RU à des formations internes, institutionnelles ou de services. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous dire sur les changements, les nouveautés de cet objectif 1.4. Et à gauche de l'écran, il y avait les attendus de la Haute Autorité de Santé. Et à droite, les éléments qu'on a pu recueillir dans le cadre de nos accompagnements auprès des établissements. Et puis également, Soraya, en tant que patient partenaire et représentant d'usagers dans un établissement de la région, c'est un retour d'expérience aussi que tu nous as pu nous faire, qu'on a intégré dans la partie droite de chaque diapositive sur chaque critère. Donc on voit bien là l'intérêt de l'objectif, de regarder l'objectif dans sa globalité et pas chaque critère les uns après les autres, mais plutôt voir comment on peut évoluer au sein de ces chaque critère pour atteindre Final. l'objectif final. Et puis, comme le disait Noémie, cette notion d'écosystème citoyen, c'est pas se reposer uniquement sur les rues. Donc, il y a des critères où c'est vraiment spécifique aux représentants d'usagers. Donc, les deux derniers qu'on a présentés avec Soraya. Mais par contre, les 4 premiers critères, il faut vraiment s'appuyer sur les usagers, les associations d'usagers, les patients partenaires et de faire un écosystème global pour s'appuyer dessus et faire en sorte que le partenariat soit une valeur de l'établissement pour progresser sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Alors, ok, tout ça, c'est bien beau. On a un référentiel qui nous dit ce qu'il faut faire. On a quelques pistes d'exemples et merci Soraya pour ton expérience d'avoir partagé justement des pistes d'organisation, d'action à mener. Est-ce que, il y a d'autres ressources qui existent, Antoine? Oui, on a d'autres ressources et notamment on a Nouveauté 2025, on a des parcours sur les grandes thématiques de Caléal Santé. Effectivement, on a un parcours qu'on a intitulé Engagement patient. Et ce parcours, l'objectif, c'est favoriser l'engagement des usagers et mobiliser leur expression dans l'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement et dans l'amélioration des pratiques professionnelles. Donc, comme tous les parcours, on retrouve des retours d'expérience, des rencontres en présentiel, des appuis au fil de l'eau, des ressources et des visios. Et le principal point de ce parcours, c'est notre euh, livret structuré, il est après. Ah oui, pardon. Je pensais que tu cherchais le nom de notre livret. Parce qu'il est là. Donc, notre livret, notre guide, structurer et faire vivre l'expérience patient, des outils et des ressources pour construire ensemble. Donc, il est sorti en 2024 et on l'a co-construit avec Soraya. On a passé du temps à faire du recueil de la littérature, de s'imprégner des différents, la biblio et d'essayer de faire un guide qui soit le plus accessible possible. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide? Donc, on trouve des propos introductifs qu'on a utilisés un petit peu cet après-midi de manière plus réduite. Donc, des préambules d'un contexte fait par Caléal Santé, un éditorial fait par Soraya en tant que patient partenaire. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience patient? Et puis également une première partie sur de quoi on parle. Donc, on va retrouver le continuum, le modèle de Montréal, mais beaucoup plus détaillé que ce qu'on a pu faire maintenant. Et puis également, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'on a fait notre recherche bibliographique, on a trouvé plein de définitions officielles par la Haute Autorité de Santé, par la NAP, qui étaient parfois un peu compliquées, conceptuelles. Et Soraya nous a dit, mais moi, je peux les retraduire avec mes propres mots de patients partenaires. Et donc, dans ce guide, on a des définitions qui ont été retraduites par Soraya, qui sont plus accessibles avec tes propres termes. Donc, on a trouvé ça, cette approche que tu nous as proposée intéressante. Et la deuxième grande partie du guide, on l'a intitulé Comment faire vivre, pardon, comment structurer et faire vivre sa démarche d'expérience patient. Et on l'a fait selon le modèle de Shortel, c'est un modèle que l'on aime bien à Canirel, avec les 4 grandes parties. Comment on peut définir sa stratégie en matière d'expérience patient. Donc ça englobe la politique en matière d'expérience patient, ses objectifs, sa déclinaison en programme d'action, comment on la structure
avec une structure de coordination et d'animation, et comment sur le terrain on peut implémenter cette expérience patient avec des outils au quotidien. Et puis enfin, la dernière partie sur la dimension culturelle, comment on peut faire changer les patients et changer les professionnels, puisqu'on est sur un autre paradigme, puisque le patient devient partenaire à part entière de l'équipe des soins. Et dans ce modèle de short term, on retrouve des points de vigilance, des clés de réussite et des zooms sur certains éléments qui nous paraissaient intéressants. Et donc vraiment, ce guide, c'est la pierre angulaire de notre parcours engagement des usagers. Donc, au travers de ça, ce qu'on veut vous dire, c'est ne lisez pas les critères seulement, mais associez la lecture de ce guide, qui est très accessible, à la lecture des critères du référentiel, parce que quelque part, le guide vous donne la conduite de projet et les critères du référentiel, le résultat attendu. Donc, ça peut voilà, vous permettre vraiment de pouvoir avoir cette vision globale de l'engagement, le partenariat et l'expérience Et le patient. guide, on l'a conçu comme l'idéal à Oui. atteindre, mais voilà, c'est des pistes de réflexion qui vous permettent d'avancer avec les usagers, les patients partenaires et les professionnels de l'établissement. Donc ça, c'est le premier outil disponible. Et puis également, on a plusieurs outils. Donc l'année dernière, on avait proposé une campagne avec l'Institut français d'expérience patient sur comment se positionner en matière d'expérience patient. Donc cet outil est toujours disponible sur notre plateforme IFORAP. Le jeu Jette-toi à l'eau. Également, on a parlé de l'intégration du récit du patient dans l'analyse des éléments désirables associés aux soins. Et puis également, la mise en place de focus group. Et puis également, à venir, la déclinaison du jeu haut pour pour les personnes âgées. Et puis également, la campagne francophone et internationale, qu'est-ce qui est important pour vous, les outils seront disponibles au printemps 2025. Où trouver, non, pardon, les dates à retenir quand même, les 45 minutes. Donc, le prochain sera sur des retours d'expérience sur le travail en équipe. Nouveauté 2025, on se déplace dans la région et dans chaque département. Donc, avec des rencontres et les dates sont prévues, il faut qu'on reprogramme la rencontre en Mayenne, puisqu'on avait programmé un peu trop au début mars par rapport à N'était pas l'activité. Il n'est pas prêt. Et puis, on va faire un petit clin d'œil à Émilie, de l'équipe de Calais qui est présente ici, qui s'occupe du chat. Émilie organise un MQMS, un minute qualité du médico-social, justement sur cette thématique implication de la personne accompagnée et qui a lieu le 25 avril à 11 h et avec le lien d'inscription qui est sorti, enfin qui a été diffusé en début de semaine. Voilà. On fait un petit pas de côté par rapport au sanitaire. Alors d'habitude, on vous met en récapitulation les différentes ressources. On les retrouve sur le site internet, sauf que notre site va changer à la fin du mois. Donc un nouveau site. Donc là, on vous a mis en primeur à quoi la page d'accueil de notre futur site. Et nouveauté 2025, vous allez pouvoir filtrer de trois manières, donc en fonction de votre secteur, en fonction de votre activité et en fonction de votre thématique. Et notamment, vous aurez une thématique déjà présélectionnée qui s'appelle Engagement des usagers, partenariat et expérimentation, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des ressources qu'on a pu lister cet après-midi. Et quand vous allez cliquer sur cette thématique, vous allez avoir la page suivante qui va s'afficher et vous aurez l'ensemble des ressources qui seront disponibles sur la thématique. Donc là, on a pris l'exemple de ce qui nous concernait aujourd'hui, l'engagement des usagers, le partenariat et l'expérience patient. Et on a, comme vous voyez, organisé cette page en fonction du modèle de Shortel, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez plutôt envie d'élaborer une stratégie, structurer sa démarche, communiquer ou acquérir des compétences? Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des webinaires de présentation du nouveau site. Et bien, on arrive à la fin. Alors, on a été très bavard, hein. Oui. Mais à trois, on est forcément Plus bavard qu'à plus deux. bavard. Alors, je crois, Émilie, que le chat, il y a peut-être quelques questions sur le chat que tu peux nous partager. Oui, tout à fait. Une première question qui demande de préciser quelles sont les sociétés savantes qui ont construit les prompts. Alors, en France ou à l'étranger? Mais il y a aussi sur le site de la Haute Autorité de Santé, il y a la liste des sociétés savantes qui ont expérimenté des prompts et des questionnaires qui sont disponibles. Après, c'est vraiment sur des pathologies, des spécialités, enfin, c'est surtout sur des pathologies cibles.
Donc, on connaît assez bien les prompts sur la cataracte, par exemple. Sur la peau, Sur sur la cancéro, l'uro, c'est vraiment des pathologies assez ciblées où le avant-après est facile aussi à déterminer pour les patients. Mais on vous invite à regarder le document que vous a partagé Émilie sur le chat, parce qu'en fait, il y a les retours d'expérience, en fait, à la fois de la littérature étrangère et française d'élaboration, en fait, des indicateurs de type PROMS. Oui. Mais effectivement, le lien avec les sociétés savantes est important pour l'élaboration de ce type d'indicateur. C'est assez compliqué en autonomie de se lancer comme ça. Et puis il y a un recueil de la littérature, il faut que le questionnaire soit validé. Enfin, c'est un peu plus compliqué que le simple questionnaire sur l'expérience patient, en fait. Une question toujours sur les prompts. Les questionnaires prompts existent-ils en psychiatrie? Eh ben, il y a ISATIS, qui est développé en psychiatrie PREMS ou PROMS? avec un E ou un O. Avec un O. Ah, bah pardon, Non. j'ai compris. Alors, ben, peut-être, mais en tout cas, on ne connaît pas la littérature scientifique, à ma connaissance, mais j'aurais peur de m'engager trop fortement. Je ne crois pas qu'en France, il existe des PROMS, c'est-à-dire des mesures du résultat clinique qui comptent pour le patient en langue française. Par contre, il est possible que ça existe dans les pays anglo-saxons. Et encore une fois, on vous invite vraiment à regarder ce riche document de la HAS sur le sujet. Après, pour répondre un peu à la question, sur le petit document dont on a fait référence, il y a 3 services d'addicto de la région qui ont fait des PROMS. Donc, souvent, l'addicto est, pour la Haute Autorité de Santé est mis dans la partie santé mentale psychiatrie. Donc, pour la spécificité d'addicto, oui, il y a des expériences françaises. Quelqu'un qui rebondit, du coup, le critère impératif porte donc uniquement sur les PREMS avec un E, déclinaison des questionnaires ISATIS. Oui. Tout à fait. Et le PROMS avec un O est un critère avancé. Et ça, c'est la différence de lecture du référentiel. Enfin, on a le référentiel actuel, hein, parce que là, ce qu'on vous présente, c'est le référentiel Futur. qui est applicable en septembre 2025. Mais bon, c'est, Ça va vite. voilà, ça va très très vite. Et puis, c'est aussi bien d'avoir cette lecture-là. Et actuellement, en fait, PREMS et PROMS se sont associés sur un même critère, je Ouais. crois, Antoine. Oui. Alors que là, on a bien le distinguo avec une exigence forte sur les PREMS et plutôt une approche de type initiative ou critères avancés, en tout cas sur les prompts. La question suivante, j'aimerais savoir si vous avez une idée de comment exploiter les expériences patients. À l'HAD, nous avons uniquement des questions ouvertes, donc on recueille les dires du patient. Eh bien, il y a des outils, enfin, il y a de l'intelligence artificielle, donc il y a des outils gratuits qui existent disponibles sur Internet qui permettent justement de faire une analyse en automatique. Oui, puis il faut faire de verbatim. l'analyse de verbatim, en fait. Oui. Donc, ça reste de l'expérience. En fait, l'expérience patient, c'est pas que au travers de questionnaires papier ou électroniques. L'expérience patient, elle peut être recueillie au travers de focus group, en fait, d'entretiens collectifs avec des patients, par exemple, qui sont sortis depuis 48 heures, une semaine ou 15 jours. Ça se fait dans des secteurs d'activité tels que SMR ou en addicto, ce que tu présentais comme exemple. Ça, c'est du recueil d'expérience patient. On peut avoir aussi du recueil d'expérience patient par entretien téléphonique ou sur des questions ouvertes sur le questionnaire. D'ailleurs, sur le questionnaire ISATIS, la partie commentaire fait l'objet maintenant d'analyse qualitative des verbatims et chaque établissement peut y accéder via l'outil qui a été développé par la Haute Autorité de Santé en lien avec les hospices civils de Lyon. Et tout à l'heure, je vous parlais de la campagne Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, c'est aussi un moyen de recueillir l'expérience du patient. Donc, on va vous proposer pour juin des outils justement de comment on peut, au travers d'une discussion avec le patient, au travers des soins qu'on peut faire, comment on peut recueillir son expérience. Mais effectivement, après, ça demande ce recueil d'expérience orale ou écrit nécessite après un travail de lecture, de synthèse, d'appropriation des résultats. Et alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que les questions portent surtout sur la question du recueil de l'expérience et ça permet de reboucler avec les messages qu'on a portés en début de webinaire et puis tout
tout au long justement de cette clé de lecture du référentiel. Le recueil de l'expérience n'est que la première étape de consultation du patient. Et on voit bien que dans ce référentiel proposé par la Haute Autorité de Santé, on n'attend pas qu'il y ait simplement une consultation, mais bien une co-réflexion et un co-engagement autour des résultats issus de cette consultation. Donc, on a des critères, effectivement, qui abordent vraiment la question de comment je vais recueillir cette expérience patient, mais on a beaucoup de critères qui sont sur comment je mobilise cette expérience patient avec les patients, avec l'écosystème citoyen comme intitulé, pour mener les actions d'amélioration. Et c'est sur ces éléments-là que sera principalement, en fait, évaluer les établissements. En d'autres termes, consulter ne suffit plus. En lien avec l'exploitation des verbatims, quelqu'un qui fait un retour suite à sa visite de certification, qui dit que l'analyse des verbatims sur l'enquête de satisfaction n'a pas été acceptée lors de la visite. Pour valider le critère sur le recueil de l'expérience patient, l'expert a insisté sur l'utilisation de questionnaires dédiés. C'est pour ça que la HAS a changé la formulation dans le futur référentiel, a dit questionnaire ou tout autre type de recueil de l'expérience patient. Effectivement, il y a des experts qui se limitent à la formulation dans le référentiel de certification et ils ne font pas le pas de côté de... Oui, puis c'est probablement pour ce type de retour que le référentiel a évolué. Comment recueillir et tracer le consentement du patient pour utiliser son email dans le cadre d'ISATIS? Ça doit être prévu dans le protocole national ISATIS. Et comment valoriser l'expérience patient après le recueil de la satisfaction des patients ISATIS, c'est expérience orale. Mais en fait, c'est quel que soit le mode de recueil, c'est comment vous allez le retraduire concrètement en action. Donc, un recueil oral, s'il fait l'objet quelque part d'une capitalisation, alors par exemple les éloges, on parlait de les éloges, c'est pas toujours des éloges du carton de remerciement. L'éloge, ça peut être les boîtes de chocolat que la famille ramène pour remercier l'équipe de soins. Donc, c'est aussi à vous de créer vos propres indicateurs qualitatifs de ces expériences patients. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir un document formalisé de recueil d'expériences pour capitaliser sur ces dernières. Ça peut être une remontée systématique par les équipes de soins une fois par mois. Je prends une illustration un peu bateau, mais qui remonte en fait l'ensemble des points qui ont été partagés par les patients, à la fois positifs et en termes d'amélioration, et qui vont alimenter les données pour élaborer des plans d'action. En fait, l'expérience patient, elle ne se fait pas forcément au travers d'un questionnaire ou d'un fichier Excel, elle peut se faire de façon beaucoup plus qualitative. Question suivante. TISATIS n'est pas obligatoire, mais le recueil des emails, oui. Je n'ai pas compris la question. Alors, apparemment, le recueil des emails est obligatoire, mais pas ISATIS. C'est la question. Alors peut-être que ça nécessite, c'est peut-être un peu trop technique là pour pouvoir y répondre précisément sur ce webinaire. On va aller Chercher l'info. chercher l'info dans le protocole. ISATIS national. Voilà. On la note. Peut-être une dernière question parce qu'on a un tout petit peu dépassé l'heure. Oui. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Une remarque d'ordre général sur la difficulté à avoir des représentants des usagers dans les établissements. Oui, tout à fait. Mhm. Mais sinon, pas d'autres questions. Eh bien, merci à Merci tous à de tous. votre participation et de ces questions. Donc, de toute façon, le webinaire il est enregistré. Oui. On prend note des petites questions complémentaires et on va voir si on trouve les réponses techniques. Peut-être que ce qu'on peut partager aussi, c'est que sur ces éléments-là, la Haute Autorité de Santé aussi peut vous apporter des réponses sur les protocoles en fait, globaux de recueil de type ISATIS. Alors, on excuse Soraya qui a dû s'absenter momentanément
du bureau pour une quinte de tout. En tout cas, on vous souhaite une belle fin de journée et pour ma part, moi, je vous donne rendez-vous aux côtés d'autres membres de l'équipe le 29 avril prochain, puisque on abordera les notions de travail en équipe, coopération, communication, et sous un angle de retour d'expérience. Donc, nous avons des équipes qui vont nous partager leur retour d'expérience sur leur démarche d'amélioration du travail en équipe. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt. Bonne soirée.